Pour commencer, on va s'interroger sur qu'est-ce que lire. Lire, premièrement, ça peut être ça, c'est-à-dire si vous vous mettez à lire ce qui est écrit sur cette diapositive, donc par exemple, suspendis, lectus, tortor, dinissim, sit, amet, etc. Lire, d'abord, c'est décoder les mots écrits, identifier les mots écrits. Lire, ça peut aussi être ça. L'étincelle voulait démontrer que le calcul n'avait rien à voir avec un individu sans souci et deux marteaux solidaires, puis l'air renversa l'éminence grise, parfois gloutonne, aux couleurs délétères et rebondissantes. Dans ces deux activités, vous avez pu lire les mots qui étaient écrits sur cette diapositive, soit de manière phonologique, pour ce qui est écrit à gauche, c'est-à-dire qu'a priori, ces mots-là n'étaient pas stockés dans votre mémoire, mais vous êtes capable quand même de les énoncer, de les lire à voix haute ou dans votre tête. À droite, ce sont des mots qui existent, donc ce sont des mots qui a priori sont stockés dans votre mémoire. Je pense que la plupart de ces mots, même si certains sont un peu moins fréquents que d'autres, vous les connaissez quand même, éminence, gloutonne, délétère, etc. Ces mots-là, vous avez pu pour la plupart donc accéder à leur sens. Pour autant, dans ces deux situations, eh bien, il manque quelque chose, a priori. C'est-à-dire qu'il a dû vous être difficile de comprendre ce qui était écrit. Dans un sens, parce que c'était des mots qui ne voulaient rien dire. Dans l'autre situation, parce que le tout ne voulait rien dire. Et les modèles classiques de la lecture ont en effet mis en évidence que lire, c'est à la fois effectivement reconnaître des mots écrits, mais qu'il y a une seconde composante qui est essentielle, qui est la compréhension. En effet, si lire, c'était seulement identifier des mots écrits, comme on l'a fait sur la première diapositive, il n'y aurait pas vraiment d'intérêt à lire quoi que ce soit. Il n'y aurait pas vraiment d'intérêt dans cette activité. Ce modèle-là, c'est un modèle qui est dit simple, parce qu'effectivement, c'est une équation qui est simple, et c'est le modèle qui fait un peu consensus, on va dire référence, dans le domaine des théories classiques de la lecture. Il y a d'autres modèles, mais c'est un peu le modèle de départ, on va dire, sur la lecture. Dans ce modèle, alors c'est une équation, en tout cas une équation très simple, c'est une représentation, c'est un produit. Le fait que ce soit un produit, donc L égale R fois C, c'est pas sans conséquence. Ça signifie d'une part que ces deux composantes de la lecture, la reconnaissance des mots écrits et la compréhension, elles sont de valeurs équivalentes, ou en tout cas qu'il est nécessaire que les deux soient maîtrisés pour être un bon lecteur. Pourquoi ? Parce que, comme nous dit la règle de tout produit, c'est si l'un des deux termes du produit est nul, eh bien le résultat du produit sera nul lui aussi. En gros, 1 million fois 0 égale quand même 1 million. Donc si l'une des deux composantes est égale à 0 et déficitaire, eh bien le résultat sera déficitaire aussi, c'est-à-dire que l'enfant ou la personne sera mauvais en lecture. En effet, c'est ce qu'on observe. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui ne serait pas capable d'identifier les mots écrits ou qui aurait des difficultés dans l'identification des mots écrits, alors ce que j'ai essayé de représenter, alors ça ne se passe pas comme ça véritablement quand on a des problèmes de lecture de mots, ce que j'ai essayé de représenter là, c'est que si on dégrade la lecture de mots, c'est difficile de comprendre ce qu'on est en train de lire. Cette idée-là, ça a été modélisé par différentes théories, en fait, qui nous montrent qu'en effet, dans le cerveau, en tout cas dans notre système cognitif, la lecture de mots et la compréhension partagent une même quantité d'énergie cognitive, d'énergie mentale. Ce que j'ai représenté ici par ce triangle. Donc c'est comme si les deux composantes de la lecture se partageaient un même gâteau, ce qui fait que ce gâteau, il est fixe, on ne peut pas l'agrandir, il a cette taille-là, qui est égale à nos capacités cognitives. Ce qui fait que, eh bien, ce qu'on observe effectivement chez les enfants qui commencent à apprendre à lire ou chez les enfants qui ont des difficultés à apprendre à lire, c'est que la majorité de leurs ressources va être consacrée à décoder les mots qu'ils sont en train de lire. Du coup, ils n'auront alors que très peu de ressources pour comprendre ce qu'ils sont en train de lire. Puis, normalement, au fur et à mesure de nos lectures répétées, de l'instruction scolaire, de notre développement, le processus de décodage va peu à peu s'automatiser
Et quand un processus s'automatise dans le cerveau, il libère des ressources cognitives. C'est-à-dire que quand un processus est automatique, eh bien, il consomme très peu de ressources. Et ces ressources vont alors être disponibles pour la compréhension. C'est la situation dans laquelle nous sommes normalement. C'est-à-dire que notre capacité à lire des mots, c'est devenu un processus automatique qui est même irrépressible. C'est-à-dire que quand vous regardez cette diapo, vous ne pouvez pas vous empêcher de lire. Et c'est irrépressible parce que c'est automatique. Du coup, ça vous consomme très peu de ressources cognitives, d'énergie mentale, ce qui vous permet de consacrer votre énergie à comprendre ce que vous êtes en train de lire. Ces deux composantes, donc la reconnaissance des mots écrits et la compréhension, on vient de le voir, elles sont liées, mais elles sont aussi en partie dissociées. Ça, on l'observe notamment par deux arguments que je vais préciser un petit peu. Premièrement, c'est que cérébralement, elles ne reposent pas sur les mêmes supports cérébraux, sur les mêmes aires cérébrales. Et par ailleurs, quand on regarde d'un peu plus près les pathologies de la lecture, eh bien, on observe aussi des profils différenciés. Premièrement donc, en ce qui concerne les aires cérébrales, ce qu'on observe, c'est que tout ce qui a trait à la reconnaissance des mots écrits, qui est plutôt situé dans cette zone-là, notamment avec une zone qui a été appelée l'aire de la forme visuelle des mots, qui a notamment été étudiée, je vous présenterai ça juste après, par Stanislas Dehaene et ses collaborateurs, eh bien, est plutôt situé dans des régions donc, plutôt visuelles, occipitales du cerveau, alors que tout ce qui est lié à la compréhension se situe plutôt dans cette partie-là, et les deux zones sont donc différentes, ne sont pas les mêmes, ce n'est pas les mêmes zones qui s'activent quand je dois reconnaître un mot écrit ou quand je dois comprendre. Plus précisément, ce qui a pu être observé par ailleurs, c'est que cette fameuse aire en rouge qu'on a vue précédemment, donc l'aire de la forme visuelle des mots, elle s'activait, donc ça c'est les travaux de Dehaene et collaborateurs, elle s'activait uniquement quand je vois des mots écrits. Donc c'est ce qui est représenté ici, donc le but c'est pas que vous puissiez lire tous les schémas, mais en gros, ils ont comparé le fait de voir des mots écrits ou d'entendre des mots parlés, de reconnaître des mots à l'écrit ou de reconnaître des mots entendus, et bien notre aire rouge qu'on a vue précédemment, qui était ici donc, elle ne répondait, elle ne s'activait que lorsqu'il fallait reconnaître des mots écrits, pas quand ces mots étaient entendus. Cette aire-là, elle est donc spécifique pour le traitement des mots écrits. Et je vous renverrai aux ouvrages, notamment de Stanislas Dehaene, qui expliquent précisément comment cette aire se crée progressivement dans le cerveau lorsque l'enfant commence l'apprentissage de la lecture en CP, et comment cette aire, par exemple, n'existe pas chez les personnes analphabètes, donc qui n'ont jamais appris à lire. À l'inverse, eh bien, les aires qui sont liées à la compréhension du langage, elles, s'activent de manière indifférenciée pour la compréhension du langage écrit ou pour la compréhension du langage oral. C'est-à-dire qu'à l'inverse de l'identification des mots écrits, qui est un processus spécifique qui va se mettre en place quand on apprend à lire en CP, la compréhension du langage, elle est non spécifique. Les capacités de compréhension, elles sont vraies ce sont des processus qui se mettent en place pour comprendre l'écrit. C'est la même chose que les processus et ce qui se passe actuellement dans votre cerveau quand vous êtes en train d'essayer de comprendre ce que je raconte à l'oral. C'est la même chose quand vous devez comprendre un film, une BD, un manga qui serait par exemple sans texte du tout. Deuxième chose, c'est que sur la base de ce modèle simple, on a pu en effet observer des pathologies de la lecture qui sont dites en miroir, c'est-à-dire strictement opposées. Si je reprends donc ce modèle simple de tout à l'heure, on observe d'une part des enfants qui vont avoir un déficit, des enfants ou des personnes, d'ailleurs ce n'est pas forcément des enfants, qui ont un déficit spécifique au niveau de cette reconnaissance des mots écrits. Mais par contre, qui n'ont pas de trouble de la compréhension, en tout cas de la compréhension si elle est évaluée autrement qu'à l'écrit. C'est le cas des enfants ou des personnes qui présentent une dyslexie. Eux, leur déficit, c'est uniquement dans l'identification des mots écrits, donc dans ces aires dont on a parlé tout à l'heure. Par contre, pour la compréhension du langage, ils n'ont pas de difficulté. Et à l'inverse, en miroir donc, on observe des enfants ou des personnes qui, cette fois-ci, ont un déficit spécifique pour comprendre le langage. Par contre, ils sont tout à fait capables de lire correctement des mots.
On parle donc de troubles spécifiques de la compréhension ou d'hyperlexie parfois. C'est un profil qu'on retrouve aussi dans l'autisme de haut niveau ou le syndrome d'Asperger. Ce sont deux troubles dans lesquels on parle généralement de bons lecteurs, mais en fait, ces bons lecteurs en termes de reconnaissance des mots écrits. Par contre, ils ont du mal pour comprendre ce qu'ils entendent ou pour comprendre ce qu'ils lisent. Alors, ce modèle simple, comme je vous l'ai dit, il est assez consensuel dans la littérature. Il permet effectivement de comprendre tout un tas de processus qui sont mis en jeu en lecture. Il permet aussi de comprendre les difficultés de lecture d'une partie des enfants, des adolescents et des adultes. Néanmoins, son souci, c'est qu'il est simple, justement, et qu'il décrit simplement une interaction entre deux facteurs, c'est-à-dire un texte et un lecteur. Par ailleurs, il présuppose, et c'est d'ailleurs, toutes les études ont été menées comme ça, il présuppose une seule et même activité de lecture qui est celle de lire, par exemple, qui est la lecture de romans. C'est-à-dire, il décrit uniquement une situation dans laquelle on a un lecteur absorbé par sa lecture qui va tout lire de A à Z, comme on pourrait lire un roman. Donc. Le problème de ça, c'est que si on regarde, si on recense par exemple, et si on enregistre ce que nous faisons véritablement au cours d'une journée classique et quelles sont nos activités de lecture au cours d'une journée classique, eh bien on observe qu'en fait, cette situation de la lecture, cette situation un peu prototypique de lecture, eh bien elle est très peu représentative de nos activités quotidiennes de lecture. En fait, en général, et dans la journée, dans une journée classique, on passe effectivement environ, ça dépend bien sûr de nos métiers et de nos activités, mais on passe environ 4 heures de lecture par jour, et sur ces 4 heures, en fait, plus de 60% représentent des situations qui ne sont pas du tout cette situation de lecture prototypique, qui sont des situations dans lesquelles, en fait, on lit avec un objectif particulier. Par exemple, on lit pour savoir à quelle heure aura lieu la conférence ce soir à l'Espace Mendès France. On lit pour savoir à quel laboratoire finalement appartenait la personne, ou quel était le nom de la personne qui nous a présenté cette conférence, etc. C'est-à-dire qu'on lit dans un objectif particulier. Et les situations de lecture au quotidien, en fait, c'est plutôt ce type d'activité. Pourtant, comme je vous le disais, bien la majorité des études ont étudié la lecture et ont défini la lecture dans en fait une activité qui n'est pas du tout celle de la vie de tous les jours. Prenons quelques exemples. Une situation classique, dans le domaine scolaire notamment, c'est la réalisation d'exposés. C'est-à-dire qu'un enseignant de biologie, par exemple, va demander à ses élèves de répondre à la question des liens potentiels entre l'utilisation des OGM et la disparition des abeilles. Ce qu'on sait aussi sur l'analyse des pratiques des jeunes, c'est que dans 99,9% des cas, ils vont utiliser un célèbre moteur de recherche pour taper des mots-clés, on le verra plus ou moins efficacement, pour taper des mots-clés, pour rechercher des éléments d'information sur ce thème-là. Ils vont donc avoir accès à un certain nombre d'informations, comme le texte suivant, qui est dans les premiers sites internet quand on tape OGM et abeilles, et qui, selon les modèles simples, comme celui que je vous ai présenté, doivent être traités, lus par les lecteurs, par les élèves ici. Si on s'en tient au modèle simple, eh bien le modèle simple nous dit « lire, c'est identifier les mots d'abord et c'est comprendre le contenu du message ». Si je fais uniquement ça, je comprends, alors je vous épargne la lecture du texte, mais en gros, ce qui est écrit, c'est que le déclin des populations d'abeilles n'est pas du tout lié aux substances et aux cultures OGM. Ou à tout autre pesticide d'ailleurs. Le problème, c'est que lorsqu'on a affaire à de l'information trouvée sur Internet, il y a une question qui semble importante à se poser et qui est plus prise en compte dans les modèles théoriques récents que je vous présenterai ensuite, c'est d'où vient cette information. Et ici, alors elle est présente explicitement en fait, je ne sais pas si vous la voyez vous, mais cette information, elle provient du site de Monsanto et normalement, sur la base des connaissances que vous avez sur cette entreprise. Donc Monsanto, c'est pour ceux qui, je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est une entreprise donc, qui va commercialiser des pesticides et des cultures OGM. Eh bien, cette simple information notamment, doit nous faire nous interroger sur la fiabilité de l'information, la fiabilité du contenu du message et potentiellement nuancer un peu ce contenu du message. En disant, selon Monsanto, le déclin des abeilles n'est pas lié aux cultures OGM.
Autre type de situation, on me demande comment est-ce que Molière est mort. À nouveau, comme je suis un adolescent et comme j'utilise beaucoup Wikipédia, eh bien, je vais rechercher dans la biographie de Molière sur Wikipédia. Et a priori, l'idée là, c'est que pour savoir comment Molière est mort, je ne dois pas lire l'intégralité de la biographie de Molière. Mais plutôt, eh bien, aller chercher l'information dans cette biographie, notamment en ce qui concerne sa dernière séance. Et de mémoire, je crois qu'il est mort durant sa 4e représentation. Ce type de processus de lecture, donc s'interroger sur la fiabilité de l'information, rechercher une information de manière efficace, c'est vrai pour la lecture sur Internet, mais pas uniquement. En effet, si on recense, et ce qui a été fait, j'en parlerai tout à l'heure par une étudiante de notre laboratoire, si on recense les manuels scolaires qui sont utilisés aussi bien en fin de l'école primaire qu'au collège, on observe qu'en fait, eh bien, ce type de situation est ce qu'on propose aux élèves en situation scolaire classique, donc en dehors d'Internet, j'entends. Ça, c'est un scan d'un manuel scolaire papier-crayon. Par exemple, ici, sur l'ensemble de ce texte sur la basket, les questions portent à quel animal la basket fait-elle surtout penser, l'idée étant que le but n'est pas de lire l'intégralité de ce texte sur la basket pour répondre à cette question, mais d'aller directement à la réponse qui est ici sur le chat. En bref, les modèles plus récents sur la lecture, notamment des modèles développés par des collègues du laboratoire, donc Jean-François Rouet et collaborateurs, eh bien, ont rajouté à l'interaction simple que j'ai présentée tout à l'heure entre un texte et un lecteur, une troisième variable qui apparaît cruciale quand on s'intéresse au processus de lecture, c'est la variable de contexte. Et la multiplicité des contextes dans lesquels la lecture peut être réalisée. Ce qu'on observe là, et nos travaux cherchent à le montrer, c'est que le contexte dans lequel on réalise une activité de lecture, par exemple quand je lis un texte parce que je dois répondre à une question particulière, eh bien ça va venir moduler, modifier mes processus de lecture. Et à ce titre-là, eh bien le numérique constitue une variable contextuelle qui va venir jouer sur chacun des 3 aspects de cette triangulation. Ainsi, au niveau du texte, on sait que le numérique va apporter des modifications au niveau du format des documents, de leur organisation. On sait que ça a un impact aussi sur la lisibilité des textes. Un texte est moins lisible pour différentes raisons ergonomiques, mais aussi de fatigue visuelle quand il est présenté sur un écran que quand il est présenté sur du papier. Le numérique permet aussi une présentation dynamique ou multimédia des textes, donc par exemple de présenter en même temps des choses à l'oral ou avec des images qui s'animent, etc. Alors à ce niveau-là, on a souvent tendance à penser que l'aspect dynamique et multimédia peut favoriser la compréhension des documents. En fait, les travaux de recherche sembleraient montrer que ce n'est pas le cas. Souvent, ça gêne la compréhension, sauf dans certaines situations bien particulières. Au niveau du contexte, eh bien, le numérique va modifier notre moyen et notre manière d'accéder au texte. Donc, on ne passe plus par exemple, la bibliothèque, mais par les fameux moteurs de recherche. Ça va également modifier les conditions de diffusion des textes. En gros, n'importe qui peut diffuser n'importe quoi sur Internet, et j'y reviendrai. Et puis, ça offre aussi une plus grande variété dans les contextes de lecture. Notamment, donc on a vu tout à l'heure, ces contextes dans lesquels il est nécessaire de sélectionner spécifiquement une information ou d'interroger, d'évaluer la fiabilité d'une information. L'ensemble de ça va faire qu'au niveau de nos lecteurs, eh bien, le numérique va nécessiter des compétences nouvelles. Alors j'ai mis des compétences nouvelles entre guillemets, puisque j'y reviendrai à la fin. Ces compétences, elles ne sont pas nouvelles, on peut les observer aussi en situation papier-crayon. Mais en tout cas, ça va nécessiter des compétences supplémentaires par rapport à ce qui a été décrit précédemment. En effet, et si on résume, la lecture numérique va nécessiter, en plus donc de notre modèle simple, c'est-à-dire en plus de la capacité à reconnaître des mots, comprendre le sens d'un message unique, ça va nécessiter 3 types de processus.
Premièrement, la capacité à rechercher une information pertinente efficacement. Deuxièmement, la capacité à évaluer cette information, est-ce qu'elle est fiable? Et troisièmement, la capacité à intégrer des informations qui peuvent provenir de sources ou de documents multiples. Alors, sur ces nouvelles capacités, eh bien, a été largement diffusée et relayée une idée selon laquelle les milléniaux, c'est-à-dire les jeunes d'aujourd'hui, seraient des digital natives, c'est-à-dire des natifs du numérique. En gros, ils sont nés avec le numérique. Donc, étant nés avec le numérique, eh bien, ils maîtrisent parfaitement ces aspects-là. Le problème, à nouveau, c'est que, en fait, quand on regarde plus précisément, et je vais vous présenter un certain nombre de travaux que nous menons dans notre laboratoire, dans notre équipe, eh bien, on observe que c'est vrai, ça peut être vrai sur les aspects plutôt techniques. C'est-à-dire qu'effectivement, pour répondre à des aspects plus techniques liés à l'utilisation du numérique, par exemple, je ne sais pas, comment est-ce que je mets un site web en favori dans ma barre d'outils, enfin, ce genre de choses plus techniques, il semble effectivement plus efficient que des personnes plus âgées. Par contre, sur tout ce qui est de l'efficacité ou de la justesse des processus qui sont mis en jeu lors de la lecture numérique, on observe que c'est loin d'être le cas. Par exemple, si on se base sur les résultats de l'étude PISA, donc PISA, c'est une étude, une évaluation internationale qui est menée à l'échelle des pays de l'OCDE et qui permet tous les 4 ans, plus c'est 3 ou 4 ans, qui permet d'évaluer en gros les compétences scolaires ou liées au scolaire des élèves de 15 ans. Et chaque année, il y a une évaluation de la lecture et désormais de la lecture sur support numérique. Et ce qu'on observe, c'est que dans les résultats PISA, effectivement, tout ce qui concerne des choses assez simples, donc c'est ce qu'on voit en haut, par exemple, scroller, localiser de manière simple ou naviguer en suivant des liens. Donc là, on arrive à 100% de réussite. Par contre, dès qu'on va dans des choses un peu plus complexes, comme évaluer l'autorité et la pertinence, naviguer dans plusieurs sites selon des critères implicites, ou encore naviguer de manière autonome, évaluer de manière critique selon ses propres critères, eh bien là, on tombe à 30, voire à moins de 10% de réussite chez les élèves français de 15 ans. Dans notre équipe, donc, qui s'appelle donc Koala, effectivement, mais avec un C, puisque c'est communication et acquisition du langage, nous nous intéressons à étudier justement l'acquisition et le développement de ces processus de lecture, notamment numérique. On parle de lecture fonctionnelle chez nous, chez les adolescents, chez les enfants et adolescents. Je vais vous présenter quelques travaux qu'on a pu mener et les résultats qu'on a observés. Premièrement, en ce qui concerne l'acquisition des stratégies de recherche d'informations donc chez ces jeunes, ici dans une étude chez des élèves donc de 9 à 17 ans, donc en gros du CM2 jusqu'à la première année d'université. On a regardé comment ces jeunes-là sélectionnaient une information quand on leur présentait un moteur de recherche. En fait, cette activité, choisir le bon site quand on est sur un moteur de recherche, c'est loin d'être une évidence. C'est même un défi finalement. Enfin, ça nécessite tout un tas de processus pour être mené correctement. Ça va nécessiter d'interpréter, par exemple, des marques typo-dispositionnelles. Pourquoi il y a des sites qui sont en premier, qui apparaissent en premier et d'autres qui sont à la page 3. Ça va nécessiter aussi de traiter des choses plus typographiques. Pourquoi il y a des mots en gras, pourquoi il y a des mots de couleurs différentes, etc. Et puis, ça va nécessiter de se demander si ce site-là, il est pertinent par rapport à ce que je recherche et puis il est fiable par rapport à ce qui m'intéresse. Donc, pour tester ça, on a proposé donc à des adolescents des faux sites, enfin des faux résultats de recherche sur donc, Google, en manipulant différentes choses. Tout d'abord, donc on leur donnait différents thèmes, donc il y avait 10 thèmes en tout, donc par exemple un thème sur la construction des châteaux forts, en manipulant déjà de savoir si le lien envoyait vers un site pertinent ou pas. Quand je dis pertinent, c'est sur le thème ou pas sur le thème. Ainsi, par exemple, certains sites renvoyaient effectivement certains liens renvoyaient effectivement vers des sites qui traitaient des châteaux forts, alors que d'autres sites parlaient des châteaux d'eau. Donc rien à voir, a priori. Ce qu'on a fait varier aussi, c'est la présence ou pas de certaines marques typographiques
c'est-à-dire que certains mots-clés ont été mis en majuscules. Donc, par exemple, les mots construction et château ont été mis en majuscules, tout ça étant croisé, c'est-à-dire qu'en majuscule, je peux avoir des sites qui sont pertinents ou non pertinents, donc traitant des châteaux forts ou traitant des châteaux d'eau. Donc on a réalisé cette étude-là auprès d'élèves depuis le CM2 et jusqu'en terminale. Et on a observé les résultats suivants que je vais vous simplifier, ne vous inquiétez pas. En gros, ce qu'on observe, c'est que la capacité à choisir les bons sites, donc les bons sites, c'est les sites en bleu. Que ce soit bleu foncé, c'est-à-dire c'est un bon site et en plus elle est mise en majuscule, ou bleu clair, c'est un bon site, ça parle bien des châteaux forts, mais c'était mis en minuscule. Donc ça, en terminale, ce qu'on observe, c'est que globalement, les élèves de terminale sont capables de choisir le site qui parle bien des châteaux forts comparativement au site qui parle d'autre chose, qui parle des châteaux d'eau. Bon, tant mieux. Par contre, chez les CM2 et les 5e, ce qu'on observe, donc c'est très fort chez les CM2, c'est que finalement, ils vont autant choisir des sites qui parlent des châteaux d'eau si les mots château et construction sont mis en majuscule. Donc quand bien même ça ne parle pas du tout de ce sur quoi ils doivent chercher de l'information, eh bien la simple mise en majuscule va les faire cliquer sur ce lien. Donc pour aller un peu plus loin, chez ces élèves de CM2, donc à 10 ans, donc à la fin de l'école primaire, on s'est intéressé à leur stratégie justement pour rechercher une information dans un document écrit. Plus particulièrement, dans cette étude-là, on voulait voir si la présence de titres pouvait les aider à accéder plus facilement, plus efficacement à une information. Ce qu'on observe chez l'adulte, c'est que généralement, si je reprends l'exemple sur Molière tout à l'heure, pour savoir où est-ce que je peux à peu près trouver sa date de mort, je vais regarder les titres et puis je vais chercher le titre où a priori on parle de la fin de sa vie. On a regardé de savoir si les enfants à la fin de l'école primaire étaient capables de faire cela. Pour ça, on a utilisé une technique de l'oculométrie. Donc l'oculométrie, c'est en fait un dispositif qui permet d'enregistrer les mouvements oculaires d'une personne pendant qu'elle est en train de lire. Concrètement, ça se présente à peu près comme ça. Alors il y a différents formats d'oculomètres, mais en dessous de l'écran d'ordinateur, il y a des petites caméras infrarouges qui permettent de capter la pupille de la personne, ce qui nous permet de savoir exactement sur l'écran où est-ce qu'elle pose ses yeux, et de suivre ainsi online qu'est-ce qu'elle a regardé quand elle réalisait la tâche. On a proposé à ces élèves des situations de lecture sur écran dans lesquelles on les mettait en situation de recherche d'informations. Donc pour mettre les enfants en situation de recherche d'informations, on leur pose d'abord une question et on leur donne ensuite un texte. Par exemple, on leur demandait de quelle origine est le premier humain atteint du virus Ebola. On leur présentait ensuite ce type de texte, donc des textes assez complexes. Ici, ce qu'on voit, c'est que c'est un texte donc effectivement sur les maladies en Afrique, mais avec des textes qui parlent du paludisme, du sida, des éléments qui parlent d'Ebola. Et si je suis les titres, eh bien en fait la bonne réponse se trouve dans ce 3e paragraphe à droite, c'est-à-dire on nous explique que son origine c'est d'être guinéen. On a donc regardé comment se débrouillaient les enfants et quelles étaient leurs stratégies utilisées lorsqu'ils devaient répondre à ce type de questions. En fait, on a observé deux grands groupes d'enfants. Un premier groupe d'enfants, un peu plus de 50% d'entre eux, utilisaient ce type de stratégie. Donc ce que vous voyez là, c'est une capture d'écran des mouvements oculaires d'un enfant. Donc tous les petits ronds, ce sont là où se sont posés les yeux. Plus un rond est gros, plus ça veut dire qu'il a passé du temps dessus. Et on ne le voit pas très bien, mais il y a aussi des petits numéros pour dire qu'est-ce qui a été regardé en premier, deuxième, troisième, etc. Ce qu'on observe ici, c'est que cet enfant, elle a d'abord commencé par le premier paragraphe en haut à gauche, qu'elle a lu, puis elle a lu le deuxième, puis elle a lu le troisième, et dans le troisième, elle a trouvé la réponse, donc elle s'est arrêtée. Bref, elle a lu de manière totalement linéaire, et par chance, entre guillemets, elle est tombée au 3e paragraphe sur la réponse. Si ça avait été le 6e et le dernier, elle aurait lu l'intégralité du texte avant de donner sa réponse. Un autre profil d'enfant qui est apparu, c'est ce profil-là. Donc c'est la même question et le même texte. Donc vous voyez ici des mouvements oculaires tout à fait différents. Cet enfant-là,
si on suit ses mouvements oculaires, il a finalement sauté et traité les différents titres pour ensuite trouver le titre qui semblait correspondre et donc se mettre à lire le paragraphe et nous donner la bonne réponse. Donc 2 stratégies très différentes et cette stratégie était plutôt minoritaire, cette stratégie de lecture sélective étant plutôt minoritaire chez les élèves de CM2, j'y reviendrai. Donc moins d'un enfant sur 2 avait une stratégie efficace, puisque dans ce cas-là, la stratégie efficace, c'est bien de balayer le texte. Il n'est pas toujours nécessaire, et c'est pas toujours être un bon lecteur que de lire un texte de A à Z. Alors ça vient parfois à l'encontre de ce qu'on nous apprend à l'école, d'être attentif, de bien tout lire, ce que disent parfois les enseignants. Parfois, en fait, lire le texte en diagonale, c'est bien. Et il faut le faire, c'est la stratégie efficace, efficiente. Et finalement, ce qu'on observe, c'est qu'à la fin du CM2, moins d'un enfant sur 2 est capable de le faire. Et de manière intéressante, ce qu'on a pu observer aussi, on a cherché à savoir qu'est-ce qui différenciait l'enfant de type 1 de l'enfant de type 2. Et ce qu'on a observé, c'est que ce n'est pas leur capacité de lecture-compréhension au sens du modèle simple que j'ai présenté au départ. En gros, ce n'est pas les bons lecteurs qui étaient forcément les bons lecteurs, les bons stratèges, entre guillemets, parce qu'il fallait des compétences supplémentaires qui nécessitaient, donc c'était plutôt des connaissances en lien avec la métacognition, qui permettaient à des élèves bons lecteurs de pouvoir mettre en place ce type de stratégie. Et j'y reviendrai pour ce qui concerne des pistes d'intervention pédagogique. Il ne suffit pas d'être bon lecteur pour être un bon lecteur numérique. Dans un deuxième pan de nos travaux, on s'intéresse donc à un autre aspect qui est l'évaluation critique de l'information lue sur Internet. Donc ça, on sait, parce que c'est des choses qui ont pas mal été relayées dans les médias, qu'a priori, les jeunes, ils ne sont pas très bons avec cette capacité-là, qu'ils sont assez crédules face à l'information qu'ils lisent sur Internet. C'est tout ce qui tourne autour des fake news, théories du complot, etc. Donc nous, on a cherché un peu à préciser ça, parce que généralement, c'est des études qui sont menées sur du matériel très écologique, donc des vrais sites web. On ne sait pas très bien quelles sont les variables qui sont prises en compte. Donc on a cherché à préciser ça en évaluant chez des élèves, donc à nouveau d'entre 10 et 19 ans, donc CM2 jusqu'à la première année d'université, différentes sous-capacités du processus d'évaluation des sources. On s'est demandé d'abord s'ils étaient capables d'identifier dans un texte qui était la source. Tout simplement, de nous dire qui est la source. Je vous présenterai ensuite comment. Ensuite, on s'est demandé s'ils étaient capables d'évaluer cette source si on leur demandait explicitement de le faire. Et enfin, dans un troisième temps, on a regardé, sans leur demander quoi que ce soit, s'ils allaient utiliser ces informations sur la fiabilité de l'information lorsqu'ils devaient faire une recherche d'informations sur Internet. Donc 3 types de tâches leur ont été proposées. Dans une première tâche, on leur donnait des courts textes. Donc, par exemple, selon Frédéric Mouchon du journal Le Parisien paru en mai 2012, Paul Watson, une des figures de la protection des espèces marines, avec parfois des méthodes controversées, a été emprisonné lundi en Allemagne. Brigitte Bardot a fait paraître un appel dans les journaux pour demander sa libération. Donc différents noms de personnes, et on leur demande qui a écrit cet article. Donc on voulait juste voir leur capacité à savoir, parmi des distracteurs, quel était l'auteur d'un article. Donc quelle était la source d'un article. Donc différents petits textes de ce type-là. Dans un second temps, on leur proposait des textes, comme celui-ci, donc extrait d'un article de Patricia Lemaire, ingénieure chimiste, sur le site web de la société Plastemballe, qui fabrique des emballages plastiques, donc en mars 2012. En 2012, le plastique représente la majorité des emballages fabriqués dans le monde, suivi par le carton et l'aluminium. On demandait ensuite explicitement aux élèves de noter entre 0 et 10 si l'auteur leur paraissait compétent pour parler de ce domaine. On avait donc des auteurs compétents, donc cette dame a priori elle est compétente, l'ingénieure chimiste elle nous parle des matières plastiques, versus c'était je crois un prof de tennis qui nous parlait des centrales nucléaires. Et on leur demandait aussi de juger de la neutralité de cet auteur. Donc sur une échelle aussi de 0 à 10, c'était la question précise. D'après toi, est-ce que l'auteur cherche à défendre une opinion particulière sur le sujet ? Alors là, pour Patricia Lemaire, il y a un petit souci, c'est que... il y a un petit souci. Il y a quelque chose qui peut nous dire peut-être qu'elle défend une opinion particulière, c'est qu'elle publie sur le site de la société Plastemballe,
qui, selon son nom, a priori, est en lien avec le plastique et les emballages plastiques. Versus des sources qui étaient plus neutres. C'était contrasté avec des sources plus neutres. Le prof de tennis, bon, a priori, par exemple, il n'avait pas une raison particulière de parler de telle ou telle chose sur les centrales nucléaires. Et enfin, dans un troisième type de tâche, eh bien, on leur demandait, cette fois-ci, de réaliser une recherche d'informations sur Internet, donc sur différents thèmes. Ici, c'était l'eau douce dans le monde. Et puis, en fait, on avait manipulé nos sites pour qu'il y ait des sites avec des gens compétents ou non compétents. Donc, par exemple, ici, l'eau douce dans le monde, eh bien, il y avait des choses plutôt compétentes. Donc, par exemple, un site du développement.durable.gouv.fr versus des choses, en tout priori moins compétentes, donc forum.indo, etc. Et avec des sources contrastées aussi en termes de neutralité. Ce qu'on demandait aux élèves, c'est de juger pour chaque site s'ils les utiliseraient en premier pour réaliser leur exposé. Et ils devaient ensuite nous justifier en une phrase pourquoi. Pourquoi ils choisiraient ce site ou pourquoi ils ne choisiraient pas ce site. Ce qu'on observe, c'est les résultats suivants. Tout d'abord, en ce qui concerne la capacité à simplement prélever les informations de source dans des très courts textes, c'est quelque chose qui est assez bien réussi chez tous les enfants, mais il y a quand même une augmentation avec l'âge. Ça veut dire qu'il n'empêche que chez les élèves de CM2, ce n'est pas quelque chose qui est complètement acquis. Il y a encore certains élèves qui peuvent être en difficulté là-dedans. Et ce qu'on a observé, c'est que c'était très lié à leur niveau de lecture. En gros, les bons lecteurs étaient capables d'identifier qui est l'auteur et les faibles lecteurs, moins capables de le faire. En ce qui concerne la capacité à évaluer explicitement un auteur, une source, eh bien, on observe que pour la compétence, donc dire si quelqu'un est compétent, la différence entre l'ingénieur chimiste et le prof de tennis. Eh bien, cette capacité-là n'était pas présente chez les élèves de CM2, c'est-à-dire qu'en gros, ils évaluaient de la même manière le prof de tennis et l'ingénieur chimiste. C'était une capacité qui apparaissait à partir de la 5e et qui augmentait avec l'âge, c'est-à-dire que chez les étudiants de licence, là, il y a quand même une grande différence entre l'ingénieur chimiste et le prof de tennis. Par contre, en ce qui concerne l'évaluation de la neutralité de la source, là, on observait que ce n'était jamais distingué à tous les âges. En gros, il y avait un tout petit tendance chez les élèves de licence, chez les étudiants de licence, mais en CM2, en 5e et en 3e, pas de différence entre les sources a priori neutres et les sources a priori biaisées. La seule chose qu'on observait, c'était une diminution de la manière de noter les sources avec l'âge. Ça signifie quoi? Ça signifie que d'une manière générale chez les CM2, donc c'était des scores de 0 à 10, eh bien ils avaient tendance à noter de manière très très neutre toutes les sources. Donc en gros qu'aucune source n'avait de biais, alors que la capacité critique, enfin les étudiants de licence étaient un peu plus critiques envers toutes les sources également. Ça montre, en tout cas ça souligne le fait que chez les jeunes enfants, ils sont d'autant plus a priori crédules face à l'information qu'ils lisent, donc là notamment sur Internet. Enfin, et pour résumer la troisième tâche, parce que c'est un graphique un peu compliqué, en gros ce qu'on observe là, c'était pour choisir les liens Google. Ce qu'on observe, c'est que chez les CM2, ils vont autant choisir tous les liens Google. En gros, il n'y a pas de différence entre rien du tout. Un tout petit peu une tendance sur... ils vont quand même un peu plus choisir quelque chose qui a l'air compétent que moins compétent. Et puis, cette capacité-là à distinguer les bons sites des moins bons, eh bien, augmente avec l'âge. C'est-à-dire que ça apparaît un petit peu en 5e, c'est ce que j'ai représenté par les étoiles, en fait. Et puis, ça augmente en 3e. Et en licence, là, ils sont capables de différencier les 4 types de sites, donc c'est-à-dire compétents, neutres, compétents, pas neutres, etc. En résumé, sur ces aspects-là, ce qu'on observe donc, c'est que les jeunes lecteurs manquent pour la plupart donc des stratégies efficientes pour rechercher une information et pour évaluer la fiabilité de cette information. Pourtant, eh bien, ces aspects-là sont des stratégies ou des processus qui sont rarement enseignés aux élèves, c'est-à-dire que autant le décodage des mots écrits leur est enseigné explicitement quand on entre en CP. La compréhension des textes simples, ça commence aussi à être enseigné. Depuis quelques années, on entend des choses dont il faut expliciter les stratégies de compréhension, etc.
Par contre, sur tous ces aspects-là, comment je balaye visuellement et efficacement un texte, comment est-ce que j'évalue la fiabilité d'une information, c'est souvent des choses qu'on laisse un peu implicites, imaginant que ça va de soi, une fois que l'enfant maîtrise la lecture. Et donc visiblement, ce qu'on observe ici, c'est que non, ça ne va pas de soi, ça nécessite un enseignement. Donc pour ça, on a développé au laboratoire des pistes pour l'intervention sur ces aspects-là. Donc je vais vous présenter 2 études en fait qu'on a menées sur ce domaine-là. On a mené d'autres études, mais c'était pour synthétiser. Premièrement, en ce qui concerne la capacité à rechercher une information. En fait, la littérature a pu montrer que finalement, une des premières choses qui pose problème aux jeunes lecteurs quand ils doivent chercher quelque chose dans un texte, c'est de se rappeler de ce qu'ils cherchent. Et que souvent, par exemple, ils savaient qu'il fallait chercher j'ai même moi oublié, c'était les conditions, je crois, comment est mort Molière, donc les conditions de la mort de Molière. Et puis ils se mettent à chercher, à lire donc ça va utiliser leur capacité de mémoire, de travail, d'attention, et donc finalement ils vont oublier ce qu'ils étaient en train de chercher. Donc dans une première étude qui a été donc menée par une doctorante du laboratoire qui effectue une thèse CIFRE, c'est-à-dire une thèse en collaboration avec une entreprise, et l'entreprise ici c'est Canopé, donc qui développe du matériel pédagogique, eh bien Julie Hérol s'est intéressée à savoir comment est-ce qu'on pouvait améliorer cet aspect-là, ce qu'on appelle le modèle de tâche, la représentation de la tâche, la représentation de qu'est-ce que je cherche. Pour ça, elle a mené une étude donc, avec 48 élèves de CM2, auxquels elle a proposé le même type de protocole que ce que je vous ai présenté tout à l'heure, donc une question, puis un texte, et on attend la réponse de l'enfant. Toujours en utilisant un enregistrement des mouvements oculaires des enfants. Sauf qu'au moment où elle leur posait la question, elle les plaçait ensuite dans 2 situations différentes. Soit, pour un premier groupe, donc la question était de quelle origine est le premier humain atteint d'Ebola, elle leur demandait qu'est-ce que tu dois chercher pour répondre à cette question. Donc là, par exemple, ça peut dire je cherche une origine, donc c'est une nationalité. Je cherche un pays ou une nationalité. À un deuxième groupe, elle leur disait simplement est-ce que le mot humain est dans la question. Donc ça, c'était le groupe contrôle. L'idée, c'était de dire, si je fais faire un traitement un peu plus profond sur la question, est-ce que ça va améliorer les capacités de recherche d'information des enfants? Ce qu'elle a pu observer, en termes de bonnes réponses déjà, c'est qu'effectivement, les enfants auxquels on a fait réfléchir un tout petit peu sur la question, avaient de meilleures performances que ceux à qui on demandait juste de dire si le mot X était dans la question. Ce qu'elle a pu observer également, c'est qu'en termes de visite, de balayage donc des documents, c'est-à-dire on a regardé quels étaient les paragraphes et les zones qui étaient effectivement visitées dans la page, il y avait une tendance pour que les enfants qui appartenaient à la condition 1, donc à la condition dans laquelle on les faisait réfléchir à la question, avaient plus tendance à visiter les zones du texte qui étaient pertinentes par rapport à leur objet de recherche, par rapport à la question. En ce qui concerne maintenant la capacité donc à évaluer les informations de manière critique. Nous avons mené une étude récemment chez des élèves cette fois-ci de 3e, donc un peu plus âgés, donc il y avait 4 collèges de l'Académie de Poitiers. Donc on avait en tout 150 élèves de 3e, qu'on a répartis en 2 groupes, donc c'est ce qu'on fait classiquement dans une méthodologie expérimentale, comme en médecine par exemple, il y a un groupe expérimental qui reçoit le traitement et un groupe contrôle qui reçoit un placebo ou qui reçoit autre chose. Donc ces 2 groupes, on s'est assuré, donc on les a répartis aléatoirement et de manière égale dans les 2 groupes. On s'est assuré qu'ils étaient équivalents sur un tas de mesures, donc on pouvait les comparer entre eux, donc ils ont le même niveau de lecture, ils ont le même âge bien sûr, ils ont le même niveau de compréhension, le même niveau de vocabulaire, les mêmes capacités de mémoire, etc. Bref, ils sont toutes choses égales par ailleurs. Et puis ensuite, aux élèves du groupe expérimental, on les a fait participer à 3 ateliers qui chacun durait 1 heure, donc en fait c'est assez léger comme intervention, 3 fois 1 heure. Pendant que les élèves du groupe contrôle suivaient eux leur enseignement habituel de collège. On les a évalués avant, bien sûr, de faire toute intervention, et puis on les a évalués après, tout de suite après, et puis 2 semaines après. Durant nos ateliers, on discutait avec eux
différentes choses. Donc chaque atelier avait un thème. Le thème, par exemple, de l'atelier 1, c'était la question de la compétence d'un auteur. Donc on discutait ici, qu'est-ce que c'est qu'être un expert ? Donc qu'est-ce que c'est qu'être un expert ? Par exemple, on disait, ça dépend de la formation qu'on a eue. Ça dépend du métier qu'on occupe. On discutait aussi une notion, alors pour la traduire en français, c'est la division du labeur cognitif, ça ne donne pas grand-chose en français. C'est l'idée que finalement, quand je suis médecin, par exemple, je suis spécialiste de la santé. Je ne suis pas spécialiste des centrales nucléaires. Quand je suis maître de conférence en psychologie, je suis spécialiste de la psychologie. Je serais incapable de parler du système biologique du rat. Donc l'idée que finalement, nos domaines d'expertise sont entre guillemets encapsulés. C'est pas parce qu'on est expert dans un domaine qu'on a le droit de parler et d'être expert dans tous les domaines. On discutait avec eux aussi, et c'était là qu'il y avait beaucoup de discussions, justement, avec les élèves. C'était la différence entre avoir de l'expertise ou des compétences et des connaissances dans un domaine et de l'expérience. Un des débats qu'on a beaucoup eu entre eux, c'était par exemple sur l'utilisation, est-ce qu'on peut boire ou pas du lait de vache ? Est-ce que le lait de vache est mauvais pour les enfants, etc. Ce débat-là. Et on avait une pédiatre qui était opposée à une mère de 4 enfants. Et bien pour eux, la mère de 4 enfants a autant d'expertise dans l'impact d'une substance comme le lait sur le fonctionnement et sur les aspects médicaux qu'une mère de 4 enfants, parce qu'après tout, elle a 4 enfants, et que cette mère de 4 enfants disait que chez ses enfants à elle, elle avait observé que depuis qu'ils ne buvaient plus de lait, ils se sentaient mieux. Et donc ça, c'était souvent une chose qui est difficile pour les adolescents, j'y reviendrai. Ils utilisent souvent des heuristiques un peu biaisées, c'est-à-dire que si quelqu'un dit « moi je l'ai fait et ça a marché », ça a plus de poids que l'expert qui dirait « on l'a testé sur 10 000 personnes et ça marche ». Donc par exemple, je vous ai mis 2 textes qu'on leur présentait, donc c'était en exemple, qui étaient sur le dopage cérébral. Donc c'est le fait de prendre des pilules pour être meilleur, d'avoir de meilleures performances aux examens. On leur présentait 2 sites internet, 2 textes. Un qui disait qu'en gros, c'est la solution miracle. Donc suite gauche, c'est la solution pour réussir vos examens. Suite droite qui disait attention, danger. On avait mis 2 sources très contrastées. Donc en fait, d'abord, on leur demandait de réfléchir à comment ça se fait qu'on peut avoir des informations totalement contradictoires, c'est-à-dire un texte qui nous dit blanc et l'autre texte qui nous dit noir. Et on les amenait à réfléchir, c'est peut-être que ça vient de la source d'information, de qui me donne cette information. On a pris des sources très contrastées, on avait à gauche une neurologue et à droite une hôtesse de l'air. Donc a priori, une neurologue plus experte dans le domaine de tout ce qui touche au cérébral, plus en tout cas experte dans ce domaine-là que l'hôtesse de l'air. Sur ces sources très contrastées, les élèves globalement arrivent à distinguer qui est le plus compétent que l'autre. Là où ça devient plus difficile, c'est par exemple si on a une neurologue et un gastro-entérologue. C'est-à-dire 2 experts, ou alors une neurologue et un professeur d'université, ou un avocat. Enfin voilà, des métiers qui peuvent paraître un peu prestigieux. Et là, ils ont plus du mal à avoir cette notion de finalement, quand je suis expert dans un domaine. Ça ne me permet pas d'être expert dans tous les domaines. Puis, on travaillait avec eux dans un différent atelier sur cette notion de neutralité. Donc, on reprenait notre exemple de la neurologue et de l'hôtesse de l'air, sauf que cette fois-ci, on ajoutait une information, c'est que la neurologue, c'était sur le site de la société Super Cerveau qui donc commercialisait ce type de pilule et qui nous disait qu'effectivement, c'était la solution miracle. Alors que l'hôtesse de l'air, elle expliquait que c'était un danger parce qu'elle avait déjà utilisé ce type de pilule. Et donc là, à nouveau, on faisait discuter les élèves puis réaliser des exercices sur les notions d'intention, de conflit d'intérêts, de défense d'idéologie particulière. Et donc là, à nouveau, sur des choses très contrastées, ils arrivaient bien à distinguer le neutre du pas neutre. Par contre, sur des choses plus fines, ils ont notamment tout ce qui concerne plutôt les idéologies politiques ou autres, ils étaient plus en difficulté à distinguer quand quelqu'un me dit l'information d'une certaine manière, c'est peut-être pour défendre son idéologie. On a regardé ensuite, je vous l'ai dit, on les a évalués avant-après, et on a regardé comment ils s'en sortaient dans différentes petites tâches. Par exemple, des tâches de ce type-là, alors qui ressemblent un peu à ce qu'on pouvait travailler lors des ateliers. 2 textes, donc sur différentes thématiques. On avait plusieurs thématiques. Par exemple, ici, l'impact économique de l'énergie solaire. Alors, on s'arrangeait pour que ça soit des thèmes sur lesquels, a priori, ils n'avaient pas d'avis.
parce qu'on sait très bien que souvent il y a un biais de confirmation, c'est-à-dire que si j'ai déjà un avis sur une question, je vais plus croire quelqu'un qui dit comme moi que quelqu'un qui dit pas comme moi. Donc là, on a choisi des thèmes pour que, a priori, bon, l'impact économique de l'énergie solaire à 15 ans, on n'a pas vraiment d'avis sur cette question-là. On leur présentait deux textes, un texte qui était pour, un texte qui était contre. Alors je schématise, mais en gros, c'était le contenu des textes nous montrait qu'il y en a un qui disait que c'était plutôt positif et l'autre qu'en fait, c'était pas vraiment positif. Et deux sources contrastées. À gauche, Nicolas Martin, professeur en sociologie, qui écrit sur son blog. Donc les informations étaient explicitement présentées comme ça. Et à droite, Jacques Dubois, chercheur en énergie au sein de l'École supérieure d'ingénieurs de Paris, et qui, c'est un article publié dans la revue Sciences de l'énergie. On leur demandait ensuite, pour chacun des textes, eh bien, selon toi, lequel de ces deux textes te paraît le meilleur? Et pourquoi? Ils devaient donc nous dire soit le texte A, soit le texte B, soit les deux textes sont au même niveau, et justifier leur réponse. Ce qu'on a pu observer dans ce type de tâche-là, c'est que les élèves qui avaient participé à nos ateliers, encore une fois seulement 3 fois 1 heure, eh bien, s'amélioraient. Donc en pré-test, avant toute intervention, ils étaient équivalents, les deux groupes. Puis après l'entraînement, ceux qui avaient participé aux 3 ateliers eh bien, voyaient un changement dans leur performance, c'est-à-dire qu'ils étaient meilleurs pour choisir eh bien, le site le plus fiable, en tout cas celui des deux textes qui était le plus fiable. Alors plus fiable pourquoi? Je ne l'ai pas explicité, hein, mais c'est parce qu'on a le média qui est un peu plus, si je reviens un peu en arrière, ici c'est un blog, donc n'importe qui peut écrire ce qu'il veut sur son blog, versus une revue scientifique, donc là on sait qu'il y a une validation de l'information avant sa publication, et puis c'est tous les deux des professeurs ou chercheurs, donc même niveau d'études, c'est ce que je vous disais qui était plus difficile pour les élèves, à niveau d'études équivalent, mais à domaine d'expertise différent. Pour eux, le prof de sociologie, il est aussi compétent avant l'entraînement, il est aussi compétent pour parler de l'énergie solaire que le chercheur en énergie, parce qu'il est prof. Et ce qu'on a observé aussi, donc, on leur demandait de choisir déjà laquelle des deux textes était le meilleur. On leur demandait aussi de justifier leur choix. Et ce qu'on a pu observer, c'est que après les ateliers, ceux qui avaient participé aux ateliers eh bien, avaient plus tendance dans leur justification à justement faire cette évaluation critique de l'information sur base de critères de source. En conclusion, la diffusion du numérique n'a pas créé des nouveaux processus. Par contre, elle a mis en avant ou elle a fait en sorte que certains processus de lecture apparaissent cruciaux. C'est-à-dire que la capacité à rechercher une information, la capacité à évaluer une information, c'est important d'une manière générale en lecture. Mais sur Internet, ça devient crucial. Parce que si on ne le fait pas, notamment tout ce qui concerne l'évaluation de l'information, bien on arrive à des difficultés, et des difficultés qui peuvent être potentiellement graves. On sait l'impact des fake news, on sait l'impact des théories du complot, etc. Donc ça met vraiment en exergue ces processus-là. Par ailleurs, alors je ne vous ai pas présenté ces travaux-là, mais on sait que la lecture classique, c'est-à-dire la lecture sur papier, et vue de manière prototypique, classique, et la lecture numérique sont liées. Donc ça a notamment été permis, je vous ai parlé tout à l'heure des études PISA. PISA, il y a un moment donné, ils ont basculé d'une version papier à une version numérique. Ils ont comparé les scores et les corrélations, donc les liens entre les scores dans les versions papier et les versions numériques. Ils ont observé effectivement, bien sûr, que les meilleurs lecteurs sur le papier sont aussi parmi les meilleurs lecteurs du numérique. Sauf qu'ils ont aussi observé que ce n'était pas suffisant pour être compétent sur Internet. Je vous l'ai dit un peu tout à l'heure dans la recherche d'informations. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être un bon lecteur classique pour que, automatiquement, on mette en place des stratégies d'évaluation ou de recherche d'informations efficientes. Ça nécessite des compétences supplémentaires. J'ai parlé tout à l'heure de métacognition, ça nécessite aussi des capacités de navigation, etc. L'idée aussi, que je ne voudrais pas laisser penser, c'est que les jeunes, ils sont complètement dépourvus de toute culture numérique, ils font n'importe quoi, ils ne savent rien sur Internet, ils se laissent berner partout, etc. Ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, ce qu'on observe, c'est aussi des travaux qu'on a pu mener dans l'équipe, c'est qu'ils ne le font pas spontanément. Et que souvent, si on leur demande après, bah, tiens, c'est étonnant, pourquoi tu n'as pas vu que c'était le site de Coca-Cola qui te disait telle ou telle chose? Ils disent, si, j'avais vu, mais je n'avais pas compris que tu voulais que j'en parle. Ou si, j'avais vu, mais je n'avais pas compris que là, il fallait évaluer les sources. Donc c'est un peu comme si on les mettait, ils n'avaient pas compris que parfois, c'est important d'évaluer la source de l'information.
Et bien sûr, ils vont nous dire que quand ils sont chez eux, ils le font à chaque fois, etc. Donc nous, ce qu'on veut, notre propos avec les jeunes, c'est de dire c'est pas utile non plus d'être tout le temps critique sur tout. Il y a des moments où, même nous, on le fait pas tout le temps. On n'est pas tout le temps en train de, je sais pas, si je regarde la météo de demain à Poitiers, je vais pas non plus comparer 1000 sources pour être sûr qu'il est chercheur en météorologie ou je sais pas quoi, pour m'assurer que c'est la bonne information. Il y a des fois où on peut être un peu plus laxiste ou cool sur ce processus-là, ce filtre-là. Mais il y a des situations où ça devient plus important. Par exemple, justement, si je m'informe sur un sujet de citoyenneté. Ou bien si je m'informe sur un sujet de santé, pour savoir si je peux utiliser tel ou tel médicament quand je suis enceinte. Enfin, ce genre de recherche qu'on fait sur Internet, en fait. Dans ce cas-là, ça devient un peu plus important de m'assurer de qui me donne la bonne information. Est-ce qu'il est compétent et est-ce qu'il est neutre, est-ce qu'il est fiable. Ces processus-là les jeunes ne sont pas dépourvus de toute culture numérique, mais néanmoins, sur des processus, et dès lors qu'on est dans du un peu plus fin, en fait, sont peu maîtrisés par les jeunes lecteurs. Et ils doivent faire l'objet, de ce fait, d'un enseignement spécifique. Comme je l'ai dit, comme on apprend aux enfants à lire, il faudrait leur apprendre à maîtriser ces stratégies-là. Et donc, c'est notamment l'un des objectifs d'un projet ANR, c'est-à-dire qui est financé par l'Agence nationale de la recherche, qu'on vient de débuter au laboratoire, qui vise à développer, en fait, l'idée, ça serait de proposer une plateforme à destination du monde pédagogique au sens large, on va dire, qui permettrait justement de proposer des situations d'entraînement de ces stratégies de recherche d'information et de ces stratégies d'évaluation de l'information. Voilà, je vous remercie de votre attention.